Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? De pas jouer, quoi, de leur donner un coup de main, quoi. Georges, entre Jacques et vous, il y a donc un menteur. Il y a un menteur. Qui peut croire qu'il y a à l'Olympique de Marseille des gens qui ont si peu confiance en leur équipe qu'il faille acheter les joueurs de Valenciennes pour gagner? Mais quel était l'intérêt de ce grand club que de se lancer dans une affaire aussi douteuse et aussi choquante? C'est comme dans un crime. Quand vous avez trouvé le cadavre, quand même, vous avez pas mal progressé. Bon, là, le cadavre, c'est une boîte avec de l'argent enterré dans un jardin. Cette chasse organisée, qui s'appelle de la chasse à courre, elle est organisée mais avec un seul objectif, tuer Tapie. J'ai cru entendre de M. Tapie un appel clair à la hiérarchie judiciaire pour museler le procureur de la République. C'est dommage. Tapie, au lieu de s'écraser, il va rentrer dans un combat de coq et l'autre ne le lâche pas, le tient et veut l'avoir, veut le mettre Tapie à son tableau de chasse. C'est une affaire qui commence sur un terrain de foot et qui se termine au tribunal. Une affaire qui a fait couler autant d'encre que la guerre du Golfe, l'affaire VAOM, Valenciennes contre l'Olympique de Marseille. Une histoire de match truqué qui a donné lieu à l'un des plus formidables duels de ces 25 dernières années. Elle a opposé deux hommes, deux styles. Bernard Tapie, l'homme d'affaires, l'homme politique, l'homme qui a rapporté la Coupe d'Europe à la France, l'homme pour qui tous les coups sont permis. De l'autre, Éric de Montgolfier, un procureur inflexible, incorruptible, qui porte comme un étendard la défense des petits contre les puissants. C'est sur le terrain médiatique que les deux hommes se sont affrontés. Cette affaire, c'est celle de la justice contre l'argent roi. Et des années après, elle est d'une étonnante actualité. Les Rouges sont à la fête ce 20 mai 93. Valenciennes affronte le leader du championnat de France, les Ciels et Blancs de l'Olympique de Marseille. Un match déséquilibré entre des Valenciennois qui luttent pour ne pas être rétrogradés en deuxième division et des Marseillais au top de leur forme. Un combat rare pour le petit club du Nord. Mais très vite, l'arbitre a l'impression que quelque chose cloche. Côté Valenciennes, certains joueurs n'ont pas un comportement normal. Je le revois, Robert, à l'aile droite, un tacle tout à fait régulier, et je vois Robert se tordre de douleur. Et dans mon esprit, je suis persuadé qu'il n'a pas été touché. D'ailleurs, je ne siffle même pas coup franc. Et je le vois sortir soutenu par ses dirigeants. Je dis ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Autre point, Boruchaga, qui était une vraie teigne. Il passait son temps à contester, à venir solliciter l'arbitre. Monsieur l'arbitre, c'est pas ça, ça va pas, ça va pas. Et là, je pouvais siffler en défaveur de Valenciennes. À chaque fois, il venait « Taisez-vous les gars, l'arbitre a raison, taisez-vous ». J'étais surpris par ce comportement de Boruchaga. Et pendant la mi-temps, un joueur valenciennois vient se plaindre à l'arbitre. Je reçois de la part de Glassman une réclamation. Monsieur l'arbitre, je tiens à vous informer que ce match est truqué parce que des joueurs ont été corrompus. Je prends note et j'indique, écoutez, je porterai ces réserves sur la feuille de match à la fin du match. Maintenant, on joue la seconde période. Et Marseille l'emporte 1-0. Aucune blessure à déplorer. L'OM est idéalement lancé pour la finale de Coupe d'Europe, le match qu'elle doit jouer la semaine suivante. Mais le lendemain, le joueur valenciennois Jacques Glassman répète ses accusations devant la presse. Le match VAOM était truqué. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? De pas jouer, quoi, de jouer à 50% ou de lever le pied, j'en sais rien, mais de leur donner un coup de main, quoi. On n'est pas vraiment surpris. Il y avait des rumeurs dans les milieux de la presse, dans les milieux du football, sur des approches d'arbitres, des achats d'arbitres, des matchs arrangés.
La Ligue professionnelle de foot tient un témoignage inédit, une bombe. Mais elle ne l'exploite pas tout de suite. L'enjeu est trop gros. L'OM doit pouvoir préparer sereinement sa finale de Coupe d'Europe en Allemagne. Il y a une sorte de silence, de moratoire. Pour le bien du football français, on se dit on va rien faire pendant cette semaine-là. 26 mai 93, c'est le grand jour pour l'OM. Toute la France du foot a les yeux tournés vers Munich. Le club marseillais affronte le Milan AC en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, inoubliable. Ce soir-là, Basile Boli, d'une tête mémorable, marque le seul but de la rencontre. L'OM entre dans l'histoire du football. La France est ciel et blanc. Marseille exulte. Marseille, champion d'Europe, explose de joie. La Canebière et le Vieux-Port s'embrassent d'un seul coup. Combien sont-ils? 50 000, 100 000, 200 000 T. On est à Marseille, alors on dira 1 million. Nous sommes les Marseillais! La Coupe d'Europe des clubs champions, il y en a eu une de gagnée, c'est celle-là, celle que vous voyez, avec les grandes oreilles, là, vous voyez, comme ça. Parce qu'il y en a d'autres des Coupes d'Europe avec des petites oreilles, mais c'est pas la Coupe d'Europe. Hein. C'est la Coupe des Coupes, c'est la Coupe de... Ça, c'est la Coupe d'Europe, celle-là, là. Celle qu'on a remplie de merde le lendemain qu'on l'a gagnée. De fait, une semaine après son sacre européen, Marseille se réveille avec la gueule de bois. La Ligue professionnelle de football a donné suite aux dénonciations du joueur valenciennois Jacques Glassman. Après une enquête interne, elle dépose plainte pour corruption. L'OM, le club de Bernard Tapie, plonge au cœur d'un scandale. Éric de Montgolfier, à l'époque, vous êtes procureur à Valenciennes. La Ligue nationale de football vient de porter plainte pour corruption. Est-ce que c'est vraiment à la justice de s'occuper de football? Selon mon opinion, certainement pas. En tous les cas, à titre personnel, je n'ai aucune passion pour ce genre de choses. Puis j'ai reçu le dossier, c'est peu épais, quelques feuillets, quelques auditions en fait, et je réfléchis en me disant que le football, dans cette partie du territoire français spécialement appauvri, hein, il y a quand même un taux de chômage plus fort qu'ailleurs. On est dans le Nord. Le football, c'est la poire pour la soif. Ça a trop d'importance pour trop de gens pauvres pour que je ne réagisse pas et que je n'ouvre pas une information, ce que j'ai fait. Mais vous avez raison, au départ, je n'étais pas très tenté. La plainte ne concerne pas n'importe quel club. Elle concerne le club qui vient de rapporter à la France sa première Coupe d'Europe. Je suis alors absolument impassible devant ce genre de choses. Je crois que la gloire de la France a de la place ailleurs que dans le football. Donc ça ne vous a pas fait peur? Non. Si vous commencez à vous inquiéter avant d'avoir ouvert le dossier, autant le refermer tout de suite. Il s'agissait d'abord de vérifier les choses et ensuite de trouver les coupables. On verrait bien qui serait coupable. Mais c'était pas évident que ce soit du côté de l'OM. Vous savez qu'à un moment donné, on a envisagé la possibilité de se faire promener par le club d'en face, celui de Valenciennes, et qui pouvait avoir intérêt à contester un match qu'il avait perdu et qui pouvait l'entraîner dans une autre division. J'ai à peu près compris le système. Il risquait de descendre, comme on dit. Philippe Broussard, à l'époque, vous êtes journaliste au quotidien Le Monde. Quel serait l'intérêt pour l'OM, qui est beaucoup plus fort que Valenciennes, d'acheter ce match? L'OM est plus fort sportivement que Valenciennes, mais l'OM a plusieurs matchs à disputer. Ce match contre Valenciennes et ensuite un match importantissime pour Bernard Tapie et le club marseillais, la finale de la Coupe d'Europe quelques jours plus tard. Donc ce match est décisif parce que si l'OM l'emporte, l'OM sera en confiance. Si l'OM n'a aucun blessé, eh bien, l'OM sera dans les meilleures dispositions pour la suite des événements. Vous n'aviez jamais eu vent auparavant de cas de corruption ou de matchs truqués? Il y a eu à l'époque de nombreuses rumeurs autour de l'Olympique de Marseille et en 1990, d'ailleurs, Le Monde avait révélé
un rapport interne au football où il était question de plusieurs matchs, disons, suspects, où les mêmes pratiques revenaient assez souvent, c'est-à-dire que l'OM, pour être tranquille, encore une fois, eh bien, essayait d'entrer en contact, semble-t-il, avec des joueurs adverses. Et à l'issue de cette procédure, qui était restée interne au football, Bernard Tapie et M. Bernès, son principal adjoint, avaient été lourdement sanctionnés pour manquement grave à la morale sportive. Ça s'était arrêté là, ça n'avait pas eu de suite judiciaire. L'affaire VAOM devient le feuilleton de l'été 93. Et pourquoi ? Parce que c'est la personnalité de Bernard Tapie qui suscite tant d'intérêt ? Mais vous avez un casting extraordinaire dans cette histoire. Vous avez une personnalité politique et économique de premier plan, Bernard Tapie. Vous avez une ville fascinante et un peu extravagante parfois ou excessive, Marseille, donc le décor est planté. C'est un film, c'est Plus belle la vie avant l'heure. Et qu'est-ce qu'il représente, Bernard Tapie ? Bernard Tapie, à l'époque, c'est la réussite sportive, il faut bien le dire. Et c'est en quelque sorte le grand boss du foot français. Il dicte sa loi, il en impose, il est présent physiquement, au match bien sûr, mais aussi en dehors. Il est omniprésent sur l'ensemble du foot français. Il a ses propres réseaux, ses journalistes amis, les politiques qui viennent de Paris assister aux matchs, parfois en famille, et qui rentrent sur Paris à bord de l'avion de Bernard Tapie. On le craint, Bernard Tapie ? Bernard Tapie, à l'époque, est un homme d'influence jusqu'à l'Élysée et à François Mitterrand. C'est un homme politique avec des ambitions, évidemment, sur la ville de Marseille, voire au-delà à l'époque. Il est député, il a été ministre, il se sert clairement de l'OM comme un propulseur de carrière politique. Ça en fait un personnage incontournable de la vie politique et publique française. Le juge d'instruction commence par lire les auditions des joueurs valenciennois, celle qu'a réalisée la Ligue de football. Jacques Glassman, lui, visiblement, a été choqué qu'on puisse penser qu'il était corruptible et qu'il n'avait jamais accepté de marcher dans cette combine, puisque c'est ainsi qu'il l'a qualifiée. Selon Jacques Glassman, la veille du match, 3 joueurs de Valenciennes ont été contactés par l'OM. Lui, Christophe Robert et Jorge Burruchaga. Le coup de fil a été passé par un joueur marseillais qui connaît bien Christophe Robert, Jean-Jacques Edli. C'est lui, Edli, qui a joué les intermédiaires entre les footballeurs de Valenciennes et un dirigeant de l'OM, le numéro 2 du club, Jean-Pierre Bernès. Bernès, lui, essayait de convaincre ses joueurs de lever le pied en échange de l'argent. Pour reprendre son expression, c'est 20 boulettes par tête de pipe. Selon Glassman, Jean-Pierre Bernès a promis 600 000 francs aux 3 joueurs. Les Valenciennois ont accepté, moyennant une avance le soir même. La femme de Christophe Robert est allée chercher cet argent, 250 000 francs, sur le parking du Novotel, hôtel donc, où séjournaient les joueurs marseillais. La Ligue a donc convoqué les 2 coéquipiers de Jacques Glassman, qui se sont offusqués. Christophe Robert et Georges Burruchaga ont nié devant la Ligue, effectivement, avoir été l'objet de cette tentative de corruption. Étiez-vous, oui ou non, dans la chambre ce soir-là avec Jacques Glassman ? Non, non, pas du tout. Je n'étais pas avec lui, d'ailleurs, je fais chambre tout seul. Donc, bien sûr que non, je n'ai pas été avec lui. Georges, entre Jacques et vous, il y a donc un menteur. Il y a un menteur. Je ne sais pas qui sera le menteur, mais moi, je suis sûr que je ne le suis pas. Le juge doit donc tirer tout cela au clair. Dès le premier jour, je me rappelle m'être déplacé avec le procureur de la République au Novotel, dans la banlieue de Valenciennes, afin de saisir les listings téléphoniques, puisque tout partait de là, en fait. Et là, surprise. Beaucoup de monde s'intéresse déjà à ces listings. Le directeur nous a révélé avec un petit sourire en coin qu'il s'attendait à notre visite, effectivement, et qu'on avait déjà interrogé sur l'existence de ces listings. Et visiblement, il y avait déjà une enquête qui avait été menée, très certainement par des gens intéressés à l'affaire, notamment dans le sud de la France, si vous voyez ce que je veux dire, voire même à Valenciennes.
Et que donc, il s'était dit qu'il tenait là, effectivement, un élément de preuve qui pouvait être déterminant. Il avait pris le soin et la précaution de mettre ce listing téléphonique à l'abri dans son coffre-fort. En épluchant le listing de la soirée et de la nuit du 19 au 20 mai 93, Bernard Beffy trouve ce qu'il cherche. Et j'ai pu avoir la confirmation de la trace de ces appels qui avaient été passés du Novotel où séjournaient les joueurs marseillais jusqu'à l'hôtel de Condé-sur-Lescaut où séjournaient les joueurs de Valenciennes. Naturellement, je n'ai pas le contenu de cette conversation. Le juge aimerait pourtant bien savoir ce qui s'est dit pendant ces appels. Alors, il augmente la pression. Il fait placer tout le monde en garde à vue, les 2 joueurs valenciennois, Jorge Burruchaga et Christophe Robert, et même l'épouse de Robert que Glassman a dénoncée. Du côté marseillais, Bernard Tapie sent que la machine judiciaire est lancée. Il contacte un avocat valenciennois. Il me tutoie immédiatement, comme si on se connaissait depuis toujours, et il me dit « j'ai besoin de toi ». La Ligue vient de déposer une plainte, il y a une procédure qui va s'ouvrir à Valenciennes. J'ai besoin d'un avocat sur place qui connaisse le terrain, qui connaisse les magistrats et qui puisse être mon relais sur place. C'est quelque chose d'inhabituel, ce type de plainte, c'est rare. Et il sent immédiatement qu'il y a un danger possible et il veut être là, présent, pour défendre son club. Parce que tout ce qui touche le club, le touche. C'est comme un père de famille qui défend ses enfants. Il y a un côté affectif qui est très fort. Bernard Tapie a un plan. Il va s'expliquer lui-même avec les magistrats. Il a une force de caractère, une puissance telle, et il pense que par sa seule présence, par son combat, il est susceptible d'anéantir tout ça, de balayer tous ces obstacles et de sauver son club. C'est Francis Debacker qui organise la rencontre. Je vais voir le juge d'instruction, que je connais bien. Arrive monsieur de Montgolfier qui immédiatement semble enchanté, intéressé en tout cas par cette rencontre. Il connaît Tapie et l'avoir en face de lui dans son bureau, c'est quelque chose qui titille. Il a envie de cette rencontre, il a envie de connaître le personnage, peut-être de se mesurer à lui. Et donc il propose ici, au tribunal, dans son bureau, et le soir, quand le palais de justice est vide. Le 23 juin 1993, un mois après le match VAOM, Bernard Tapie débarque donc à Valenciennes. Tapie descend de son avion et je l'emmène jusqu'au palais. Et il me dit t'attends 10 minutes, un quart d'heure, je vais d'abord le voir en face à face, le procureur de la République, et puis dans 10 minutes, tu viens nous rejoindre. Et lorsque j'arrive, je vois immédiatement que les choses se passent mal. Monsieur de Montgolfier a le visage assez figé. Et Tapie est un peu dépité. Et il me dit « Monsieur le procureur de la République n'aime pas le football ». Monsieur de Montgolfier, est-ce qu'en effet, vous n'aimez pas le foot? C'est pas que je ne l'aime pas. C'est arrivé d'assister à des matchs de foot. Mais en général, pour l'intention, se distrait assez vite du terrain. Je préfère regarder dans les tribunes le comportement des supporters, celui des élus aussi, qui m'amuse toujours beaucoup. Je les vois, les malheureux, en train d'essayer de faire croire qu'ils aiment ça. Moi, je dis clairement, j'y suis indifférent. Pourquoi avoir accepté de rencontrer Bernard Tapie? Par curiosité sociologique. C'était un personnage dont on parlait beaucoup, qui était intéressant,
une drôle de machine. Donc j'ai accepté. Comment ça s'est passé alors justement cet entretien? On m'avait demandé que ce soit discret et tardif. J'avais accepté que ce soit discret, il n'y avait aucune raison que je publie qu'il vienne. Il est rentré par la porte de derrière avec un tel luxe de précaution et la main sur la figure que le concierge... que le remarquer. Le concierge l'a tout de suite remarqué, il en riait encore le lendemain. Et ça commence tout de suite, donc c'est Tapie, grandiose. Pardonnez-moi d'être en retard, monsieur le procureur, j'étais à l'Élysée avec le président de la République et j'ai décollé un peu tard. Il pose le décor, je suis un homme influent. Il veut vous impressionner? Oh bah oui, oui, ou alors peut-être il est tellement content de lui-même qu'il veut s'impressionner, je ne sais pas. Mais bon, on pouvait penser qu'il cherchait à m'impressionner. Voilà, il a fait du tapis. Il a fait du tapis, oui, c'était plutôt amusant. Et comment un grand homme comme vous dans un si petit poste? Non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il est venu vous dire, en définitive? Il est venu m'expliquer, d'abord que l'OM n'y était pour rien, mais il m'a surtout expliqué que les joueurs de foot étaient des gens très fragiles. Je me souviens de la formule de Tapie, vous savez, les joueurs de foot, quand leur poste de télévision tombe en panne, ils n'appellent pas le dépanneur, ils appellent le club. Donc, il m'a expliqué qu'il y avait une telle dépendance du joueur par rapport au club que je pouvais en déduire un certain nombre de phénomènes. Oui, je crois qu'il n'a pas bien compris qu'il était en train de me donner les clés précisément qui allaient me permettre de le faire condamner. Comment se termine cet entretien? Avant de partir, son avocat est venu le chercher en disant « Vous allez être en retard ». Et il m'a dit « Je ne vous ai pas convaincu ». Et j'ai répondu « Non ». Bernard Tapie pavoise chez le procureur, parce qu'il ignore que l'enquête a fait un bond. Un autre visiteur surprise s'est présenté au tribunal de Valenciennes ce même jour, ce 23 juin 1993. C'est le premier rebondissement de l'affaire. Dans la matinée du 23 juin, je reçois la visite, qui n'était pas du tout programmée, de Boro Primorac. Boro Primorac, c'est l'entraîneur du club de Valenciennes. Primorac, qui vient me voir, qui visiblement est dans un état d'affolement et de peur, je crois qu'on peut l'affirmer, voire de panique, qui vient me révéler qu'il a été approché par Bernard Tapie pour faire un faux témoignage. Après la tentative de corruption, voilà maintenant une tentative de subornation de témoins, un deuxième délit possible. Le dossier du juge s'épaissit. Il explique que le 17 juin, il a été convoqué, on va dire cela comme ça, par un dénommé Philippe Idou, au Fouquet's, à Paris. Il va au rendez-vous. Il commence par parler football. Philippe Idou lui dit que peut-être il pourrait lui proposer un poste au club de Bastia. Et puis, Boro Primorac va être conduit dans les bureaux de Bernard Tapie Finance, qui se situe à côté, avenue de Friedland, donc pas très loin de l'Arc de Triomphe. Et là, Boro Primorac, à sa grande surprise, va rencontrer Bernard Tapie, qui visiblement l'attend. Et là, on est le 17 juin à 15h. Bernard Tapie lui a demandé qu'une seule chose. Il disait, voilà, je vous propose 500 000 francs. En contrepartie d'une seule déclaration que vous devez faire, c'est vous qui avez contacté M. Bernès, lorsque les deux équipes étaient la veille du match dans leur hôtel respectif. Philippe Idou, l'intermédiaire corse, raccompagne Boro Primorac et le met en garde une dernière fois. Et là, Jean-Noël Philippe Idou va en remettre une couche, si vous me pardonnez l'expression, en lui disant qu'il doit obéir, que c'est son intérêt, que Bernard Tapie a le bras long et qu'il pourra lui trouver un bon poste d'entraîneur par la suite s'il accepte effectivement de faire ce faux témoignage. Si la tentative de subornation de témoins est avérée, l'affaire se corse pour Bernard Tapie. Article 434-15 du Code pénal, l'homme d'affaires encourt 3 ans de prison. Et s'il a pris ce risque, ce n'est sans doute pas pour rien. À partir du moment où M. Tapie lui-même, comme j'en acquiers très rapidement la conviction, va suborner lui-même
Un témoin comme Boro Primorac, je pense que c'est pas pour protéger simplement son directeur général, mais c'est parce que lui aussi est directement impliqué dans la corruption. Tout le monde sait bien aussi que tout ce qui se passe à l'OM, ça ne peut pas se faire sans l'implication, la participation, ou à tout le moins le consentement de son président. Bien évidemment, le procureur n'a rien dit de ce témoin surprise à Bernard Tapie. Et il y a encore autre chose qu'il a gardé pour lui. En garde à vue pour la première fois de leur vie, Christophe Robert et sa femme n'en mènent pas large. Après quelques heures d'interrogatoire, ils balancent tout. La veille du match, c'est assez simple. Edely appelle Christophe Robert. Il lui met le marché en main en disant « Écoute, voilà, Bernès va vouloir te dire quelque chose ce soir concernant le match de demain. Et puis, si tu en es d'accord, sois présent dans ta chambre à 21h. » Edely aurait encore demandé un service à son copain Robert, que deux de ses partenaires l'accompagnent, Glassman et Buruchaga. Robert accepte, et vers 21h comme convenu, Jean-Jacques Edely et son directeur sportif Jean-Pierre Bernès appellent les 3 joueurs de Valenciennes. Ils se mettent d'accord pour 600 000 francs, avec une avance de 250 000 le soir même. C'est la femme de Christophe Robert qui est chargée de récupérer l'enveloppe. Madame Robert va voir Edely sous le prétexte d'offrir un cadeau pour les enfants d'Edely, parce que Madame Robert est la marraine de l'un des enfants d'Edely. Edely descend de sa chambre, va lui apporter l'enveloppe contenant les 250 000 francs de l'époque. Madame Robert est dans sa voiture, elle a ses 2 enfants à bord, elle prend l'argent, elle rentre chez elle. Cet argent, elle ne sait pas trop quoi en faire, elle le cache comme ça derrière sa cuisine. Et puis finalement, l'affaire s'ébruitant, petit à petit, dès le lendemain, cet argent commence à leur brûler les doigts. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Eh bien, finalement, ils partent et puis ils vont planquer l'argent à Ribérac, là, en Dordogne, chez la tante de Christophe Robert, dans le fond de son jardin. C'est quelque chose de relativement mal monté. Ce qui démontre d'ailleurs que chez ce garçon, mais chez les autres aussi, c'était pas des vicieux. C'était pas des gens qui réfléchissaient à des coups pendant des jours ou des semaines. C'est des gens qui réagissaient de manière assez impulsive et naïve. Ils ont été d'une grande naïveté, en fait, les uns comme les autres, en s'imaginant que la corruption n'apparaîtrait pas. Or, ça s'est vu pendant le match, dès le match. Bon, ce qui, à mon avis, est quand même à mettre à leur crédit. Ce ne sont pas des grands voyous. Ce sont des petits dans cette affaire. On apprend que 250 000 francs ont été retrouvés dans cette maison à Ribérac, en Dordogne, appartenant à des parents de Christophe Robert, qui auraient tout avoué. C'est comme dans un crime. Quand vous avez trouvé le cadavre, quand même, vous avez pas mal progressé. Bon, là, le cadavre, c'est une boîte avec de l'argent enterré dans un jardin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des mots, on avait des accusations, et puis on avait des dénégations des joueurs valenciennois au début. Mais une fois que vous avez trouvé l'argent, voilà, le crime est constitué. Cette fois, c'est donc sûr, l'OM a bien payé. Tous les regards se tournent vers son président. Il a une réaction assez violente, verbale, et on lui dit, enfin je lui dis, puis on est plusieurs à lui dire, mais bon, ce sont les faits, on aimerait avoir votre réaction. Il ne réagit pas, en tout cas, il ne donne pas une réaction factuelle, on va dire, et il est abasourdi. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur un canapé au fond d'une salle, et il a pris un gros coup sur la tête. Mais Bernard Tapie n'est pas du genre à rester KO. Après ces révélations,
Il organise la riposte. Le président de l'OM va mouiller la chemise. Dès le lendemain, le 25 juin 1993, Bernard Tapie rassemble ses hommes. Bernard Tapie me demande de monter à Paris dans ses bureaux pour une réunion. Et la décision qu'il a prise, c'est de m'envoyer au Bourget prendre un avion avec un avocat pour que je me présente spontanément devant le juge Béfi. Bon, il m'envoie un petit peu à l'abattoir. De fait, le juge n'est pas dupe du stratagème. Il va contester les accusations qui sont portées contre lui par les 3 joueurs valenciennois. Il est tout à fait visible, en tout cas pour le juge d'instruction que je suis, qui peut-être quand même une petite habitude d'entendre des gens lui mentir à longueur de journée. Il est tout à fait visible que Jean-Jacques Edely est arrivé sur commande pour faire un discours qui lui a été dicté par d'autres. Bah, je peux dire que j'avais tout le peuple marseillais sur les épaules. Bernard Tapie, les dirigeants, mes anciens coéquipiers. J'avais décidé de défendre coûte que coûte la couleur de mon maillot, qui était celui de l'OM. Et ça, c'est une décision personnelle. Du haut de ses 27 ans, Jean-Jacques Edely tente vaillamment de tenir tête au juge d'instruction, qui ne le croit pas. Pour le faire craquer, il l'envoie lui aussi en garde à vue. J'ai 4 policiers qui, à tour de rôle, 2 par 2 à tour de rôle, veulent engager un questionnaire. Et tout de suite, je leur dis que je ne répondrai pas aux questions, que j'attendrai la 20e heure pour voir mon avocat. Il nie tout du début jusqu'à la fin. Je leur dis c'est pas la peine d'insister, hein, il se passera rien, donc relâchez-vous, quoi, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui étaient un peu énervés, donc une femme qui a balancé la machine à écrire sur le mur parce qu'elle n'en pouvait plus, quoi. Les policiers sont sidérés par la détermination de Jean-Jacques Edly, mais ils comprennent que l'homme joue gros. Dans cette profession-là, ils ont tous des contrats précaires. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Et pour eux, parler, ça peut aussi être la fin de leur carrière. On a quand même affaire à des gens résistants, à des sportifs de haut niveau, entraînés, avec quand même un mental de gagnant et bien briefés par leur patron, qui lui-même est un meneur d'hommes. Mais il peut donc bien les briefer, surtout quelqu'un de relativement malléable comme Jean-Jacques Edely, qui, je vous le rappelle, n'avait pas encore signé son contrat. On le tenait un peu comme ça à l'OM. Donc, je peux comprendre qu'il est tenu dans ces conditions-là. Un joueur marseillais inflexible, un juge qui l'est tout autant. Jean-Jacques Edly est mis en examen pour corruption active, direction la prison de Los-les-Lilles. Avec l'amère impression de s'être jeté dans la gueule du loup. Ce qui est choquant d'entrée, c'est qu'on me met à l'isoloir, tout de suite. Donc je suis même pas dans une cellule, je suis vraiment dans une situation qui me paraît extrême par rapport à ce qui s'est passé. Et je ressens quand même la punition de la part du juge, et puis aussi une pression à l'intérieur de la prison, que ce soit le directeur de la prison, les matons qui me conseillent, qui me disent, comme si on devait me faire passer un message en permanence, de parler pour que je sorte d'ici, quoi. Monsieur le procureur, Jean-Jacques Edly est mis en examen et incarcéré. C'est pas un peu sévère, ça, pour une affaire de foot, quand même? Oui. J'y consens. Vous le reconnaissez aujourd'hui? Je ne vais pas le reconnaître. Vous savez comment ça se passait à l'époque. Le juge prend l'initiative. J'ai bien le sentiment que le mandat de dépôt est utilisé comme moyen de pression. C'était un système que je désapprouvais. Je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, à plusieurs reprises. Bon, ça ne peut pas servir à ça, un mandat de dépôt. En tout cas, c'est un message fort envoyé à Bernard Tapie. Non, je ne crois pas que ce soit un signe. C'était juste, si Edly est incarcéré, il va peut-être parler et dire quel est le commanditaire.
Si on récapitule, la balance du juge penche maintenant du côté de l'accusation. Ils sont donc 4 accusateurs sur la même ligne, les joueurs de Valenciennes, Glassman, Robert et Boruchaga, qui entre-temps d'ailleurs a confirmé la corruption, et leur entraîneur, Boro Primorac. Pour la défense de l'OM, il ne reste pas grand monde. Un joueur marseillais pas convaincant qui est en prison, Jean-Jacques Edli. Alors le juge se rapproche des têtes du club. Mais avant de s'attaquer à Tapie, il frappe d'abord le numéro 2, Jean-Pierre Bernès. La PJ de Lille change de terrain. Elle débarque à Marseille. Donc je descends à Cassis, où demeure Jean-Pierre Bernès, et j'arrive chez lui le matin très tôt. Et je sonne à la porte, une dame m'ouvre, c'est sa compagne. Je demande après Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, curieusement, vient d'être hospitalisé au cours de la nuit à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille pour des problèmes cardiaques. Bon, je me rends aussitôt à l'hôpital Sainte-Marguerite pour vérifier ça. Effectivement, il est bien hospitalisé. Mais entre-temps, curieusement, il était transféré du service cardiologie au service psychiatrie. Étant quand même relativement inquiet pour sa santé et ne voulant pas non plus que son témoignage soit outre mesure influencé, je vais demander à la police de surveiller les entrées et sorties de sa chambre afin d'assurer sa sécurité. Un joueur en détention, un directeur général interné, ça commence à faire beaucoup. Le président de l'Olympique de Marseille quitte alors les coulisses pour contre-attaquer sur un terrain qu'il maîtrise parfaitement. Bernard Tapie, il a la chance d'avoir ses entrées à TF1 notamment, et il va mener ce combat sur le plan médiatique. Les médias, il les maîtrise, il a un talent fou, et il va commencer effectivement cette défense hors de la procédure. Qui peut croire qu'il y a à l'Olympique de Marseille des gens qui ont si peu confiance en leur équipe qu'il faille acheter les joueurs de Valenciennes pour gagner? Vous savez, il y a un vieux dicton populaire, et moi je crois à ces dictons populaires quand on ne sait plus où on en est. Et moi je ne sais plus où j'en suis là. J'ai fait le tour, j'ai interrogé tout le monde, et je n'ai pas fait ma conviction pour vous dire la vérité. Je n'ai que mon cœur pour dire j'y crois pas. C'est Bernard Tapie qui a choisi les armes, les médias. Alors, le procureur va le suivre. Le public découvre à l'été 93 un magistrat atypique, un homme qui affronte par journaliste interposé l'une des personnalités préférées des Français. Le procureur qui dérange. De déclaration en déclaration, Éric de Montgolfier porte son duel contre l'OM sur la place publique. La presse sent bien que le magistrat menace des intérêts puissants. Vous répartissez les rôles avec le juge Bernard Beffy? Oui, le juge, strictement attaché à sa tâche, respecte strictement le secret et moi j'affole la meute. On a un procureur de la République qui va organiser non seulement des déclarations comme font quelquefois les procureurs de la République, mais des entretiens, des rencontres avec les journalistes. Et nous aurons, d'une manière presque continue, des informations qui proviennent des milieux proches de l'enquête. On a là un duel et des armes qui ne sont pas égales. J'attends que les autorités de tutelle réagissent pour savoir si elles trouvent normal. Si c'est dans le cadre de sa fonction, effectivement, de faire une conférence de presse par jour. Et si les autorités de tutelle le trouvent logique et légitime, bon, c'est donc que c'est bien. C'est pas à moi de le critiquer, en tout cas, je le ferai pas. J'ai cru entendre de M. Tapie un appel clair à la hiérarchie judiciaire pour museler le procureur de la République. C'est dommage. C'est dommage, et j'ai bien peur que je ne sois ainsi condamné à poursuivre ces points de presse. De fait, le procureur ne ménage pas sa peine.
On a l'impression qu'en réalité, il s'embête un peu dans son petit tribunal, et puis que par un coup de chance extraordinaire, d'un seul coup, il a un adversaire à sa mesure. C'est ça qui fera toute la force de l'affaire VAOM, c'est qu'on a deux personnalités totalement opposées. Montgolfier est un aristocrate, moraliste, maniant parfaitement ses mots, face à Tapie, qui est un prolétaire. Il porte sa vulgarité comme l'autre porte ses armoiries. Ils se détestent tous les deux, mais ils se respectent tous les deux. Il y a une sorte de... Il se crée quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que c'est l'eau et le feu, quoi. Monsieur le procureur, on a le sentiment depuis quelques jours qu'un bras de fer s'est engagé entre vous et Bernard Tapie. Non, je ne sais pas à qui vous faites de l'honneur en disant qu'il y a un bras de fer entre l'un et l'autre. Il semble vouloir se mettre sur le devant de la scène. Eh bien, libre à lui de l'occuper. Dans ma tâche de magistrat, je continuerai avec persévérance, encore qu'il me complique un peu la tâche sans doute à cet égard, de le considérer comme un témoin éventuel. Tapie, au lieu de s'écraser, il va rentrer dans un combat de coq au sommet avec Montgolfier. Il va faire beaucoup de bêtises et l'autre ne le lâche pas, le tient et veut l'avoir, veut le mettre Tapie à son talbot de chasse. Monsieur le procureur, vous avez donc emboîté le pas à Bernard Tapie sur le terrain médiatique. Pourquoi? C'est vraiment le rôle du procureur de faire ça? Est-ce que c'est le rôle de celui qui n'est pas mis en examen d'occuper le terrain et d'expliquer que la justice fait une grave erreur? Je crois que ça a été assez spontané de ma part. Je n'ai pas fait de calcul. Bon, il est venu mentir en direct le jour où Bernard Tapie, alors on a publié qu'on avait trouvé 250 000 francs. Tapie a quand même le culot de venir dire « Oui, non, mais c'est normal, c'est de l'argent mis de côté pour s'acheter un restaurant. » Voilà, c'est vrai que j'ai répondu, j'ignorais qu'il fallait planter 250 000 francs pour faire pousser un restaurant. Et puis tout était dit. Non, mais vous pouviez attendre que la justice suive son cours et parler seulement pendant le procès. C'est compliqué parce que la justice ne peut pas suivre l'opinion publique. Elle peut difficilement ne pas l'entendre. Et en même temps, elle doit faire comprendre à l'opinion publique que ce n'est pas juste un exercice arbitraire. Donc, si la justice avait bougé, c'est parce qu'il y avait des raisons qu'elle bouge. C'est ce que j'ai voulu faire admettre. Vous avez déclaré, je vous cite, le juge est strictement tenu au secret et moi, j'affole la meute. C'est une sacrée formule, tout de même. La meute, c'était vous, les journalistes. Oui, j'ai bien compris. Pendant qu'ils étaient avec moi, ils n'étaient pas dehors à espionner le juge et savoir quelles étaient ses allées et venues. Mais est-ce que vos prises de parole n'ont pas aussi un autre intérêt, c'est-à-dire d'obliger votre hiérarchie à ne pas étouffer l'affaire? Mais elle ne pouvait pas l'étouffer. C'est une idée commune de la justice, qu'elle serait sous l'étouffoir de la politique. Mais quand la justice est étouffée par la politique, c'est que les magistrats y sont consentants. Ce que je n'étais pas. Ni le juge, ni moi. Philippe Broussard, Bernard Tapie et Éric de Montgolfier se livrent bataille par voie de presse interposée. Votre journal, Le Monde, leur a ouvert largement ses colonnes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on vous manipule? Je n'ai pas le sentiment que Le Monde a été manipulé dans cette affaire. Il suffit de regarder un petit peu les archives et on s'apercevra que nous avons donné à peu près équitablement la parole, autant que possible. Et puis, on verra aussi qu'on n'a pas dit beaucoup de bêtises. Votre journal a titré à propos d'Éric de Montgolfier « Un procureur qui dérange ». Qui dérangeait-il? Je pense qu'Éric de Montgolfier a dérangé son propre milieu, le milieu de la justice, qui est assez traditionnel, voire traditionnaliste, et qui a eu parfois des pudeurs de jeune fille devant ses sorties médiatiques, parce que c'était sa tactique. Après, je pense qu'Éric de Montgolfier a dérangé Tapie, parce qu'il l'a pris à son propre jeu, celui de la résonance médiatique d'une affaire. Mais c'était une stratégie judicieuse. Et d'une certaine manière, l'attitude du procureur de Montgolfier et les fuites qui ont pu intervenir ici ou là ont eu le mérite de mettre cette affaire sur la place publique. Ce qui s'est fait pour VAOM, c'est fait pour d'autres affaires politico-financières encore plus importantes de l'époque. C'était une stratégie classique à l'époque
pour contrer d'éventuelles volontés d'étouffer tel ou tel dossier, de les mettre peu à peu sur la place publique. Sans Éric de Montgolfier, le dossier VAOM ne serait sans doute pas allé au bout judiciairement. Pendant que les deux ténors occupent le terrain médiatique, le juge Béfi a les mains libres et l'enquête avance. Après l'arrivée spontanée de Jean-Jacques Edly dans son bureau, le juge accélère ses investigations. Le juge Bernard Béfi a donc tenté le contre-pied, même si à ce jeu, il y a peu de chances de surprendre l'OM. On l'attendait à l'hôpital Sainte-Marguerite, où le numéro 2 du club, Jean-Pierre Bernès, est toujours hospitalisé. Il a surgi ce matin à 10h15 dans l'hôtel particulier qui abrite les locaux du club pour une perquisition très médiatique sous l'objectif des caméras. Quand le juge Béfi a perquisitionné au siège de l'OM sur l'avenue du Prado à Marseille, je suis entré avec mon caméraman dans le siège de l'OM pendant la perquisition. Il n'y a aucun inspecteur de police qui m'a empêché de filmer. Le juge Béfi est même venu nous saluer. Donc, ok, je perquisitionne, vous filmez, tant mieux. C'est très bien, ça va passer à la télé, ça nous arrange, on est sur le terrain de tapis. Si l'accueil est cordial du côté de la presse, il l'est moins à l'évêché, le QG de la police marseillaise. Le jour où je suis descendu à Marseille le 30 juin, que je suis allé faire un tour à l'évêché, j'ai quand même eu la surprise de constater dans des bureaux qui étaient vides une banderole sur laquelle était mentionnée la police derrière l'OM. Attaquer l'OM, c'est un peu attaquer la ville, c'est un peu attaquer ses habitants, c'est un peu attaquer ses policiers quelque part. Surtout quand on parle de corruption, donc on mélange un peu tout ça, et en réalité, on se retrouve pas face à un mur d'hostilité, mais quand même une certaine perplexité de la part de nos collègues, qui doivent se dire mais que viennent faire ces gens de Lille, là-haut, dans le Nord, que viennent-ils faire chez nous, mettre leur nez dans les affaires de notre équipe de football. 2 jours plus tard, Jean-Pierre Bernès s'est rétabli. Il est immédiatement placé en garde à vue. Bien qu'il sorte de l'hôpital, finalement, c'est quelqu'un qui s'est montré psychologiquement costaud, qui a nié toute participation dans ces affaires de cette affaire de corruption, bien entendu. Et Jean-Pierre Bernès a un joker efficace. Jean-Pierre Bernès, lorsqu'il est acculé, lorsqu'il est questionné sur les invraisemblances de ses déclarations, sur les invraisemblances de ses dénégations, eh bien, va faire des malaises. Plus ou moins simulé, je ne sais, mais en tout cas, c'est une garde à vue qui va être particulièrement pénible et hachée, de laquelle, évidemment, on aura du mal à faire jaillir la vérité. Le 6 juillet 1993, le juge met Jean-Pierre Bernès en examen pour corruption active. Après Jean-Jacques Edly, c'est maintenant au numéro 2 du club marseillais de dormir en prison. La justice se rapproche de Bernard Tapie. Dominique, on a bien retrouvé l'argent, mais il faut prouver encore une chose, qu'il provient bien de Marseille. Bah oui, Frédéric, mais football ou pas, eh bien, la police judiciaire va travailler comme dans une enquête classique de la PJ, de la police technique et scientifique. D'abord, on va commencer par une perquisition menée par le juge Béfi dans les locaux de l'OM à Marseille, accompagné par la PJ de Lille, avec la PJ de Marseille territorialement compétente et la police scientifique, le laboratoire, le LIPS, le laboratoire de Lille. Et le juge va saisir tout ce qui l'intéresse, depuis les livres de compte jusqu'aux enveloppes et aux trombones. Le laboratoire de police scientifique de Lille va prendre les empreintes de tous les employés de l'OM, y compris Bernès et y compris Tapie, le président. On va les comparer aux traces, aux empreintes qu'on a retrouvées sur les billets, ça ne donnera rien. Alors on va se tourner vers le contenant, c'est-à-dire l'enveloppe, cette fameuse enveloppe qui contient les billets. C'est une enveloppe blanche, de très belle qualité, et elle ressemble visuellement à celle qu'on a saisie dans le bureau de Jean-Pierre Bernès. Mais pour en avoir la certitude absolue, eh bien les policiers vont aller voir le fabricant qui commercialise ces enveloppes et qui va leur dire « j'en vends assez peu parce qu'elles sont de très belle qualité, donc très chères, mais l'OM m'en achète ». Donc ça, c'est quand même un élément qui est très intéressant. Et l'argent alors? Alors l'argent, donc les fameux billets, 250 000 francs, en billets de 500 et en billets de 200, eh bien le juge Béfi va se tourner vers la Banque de France et leur dire
Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la vie de ces billets de banque? Et on va lui répondre, bah oui, ils ont été mis en circulation à Marseille. Mais l'OM pouvait faire un trou de 250 000 francs dans sa comptabilité sans que ça se voie? Vous savez, on est à la veille de la Coupe d'Europe. L'OM brasse beaucoup d'argent, les gens réservent leur place, ça se vend comme des petits pains. Il y a des gens qui paient en liquide et l'OM dispose de liquidité. Puis les comptes de l'OM ne sont pas parfaitement bien tenus. Alors Jean-Pierre Bernès et Bernard Tapie maintiendront pendant longtemps que ça n'est pas vrai, que l'OM tient bien ses comptes, mais l'enquête prouvera le contraire. En tout cas, les preuves s'accumulent contre l'OM et contre son président Bernard Tapie. Le juge s'est occupé de Bernès. Il peut maintenant s'attaquer au numéro 1 de l'OM. Fidèle à ses méthodes, il décide de confronter Boro Primorac et Bernard Tapie l'après-midi même. Niveau stratégie, j'avais le choix entre, je dirais, une méthode un peu classique qui aurait consisté à convoquer tout le monde dans mon bureau. Mais naturellement, dans cette hypothèse-là, Bernard Tapie aurait bien évidemment réuni son staff d'avocats la veille pour envisager toutes les hypothèses et je pense qu'il n'en serait rien ressorti, en tout cas de bénéfique pour la vérité. Donc je décide de me déplacer moi-même avec Boro Primorac à Paris pour le confronter à Bernard Tapie. Le juge veut surprendre Bernard Tapie. C'est un coup de poker que je tente, puisque j'ignore même s'il sera présent. Le juge cueille Boro Primorac chez son avocat et fonce, sirène hurlante, avenue de Friedland, dans les bureaux de Tapie Finance. Comme si on allait arrêter Pierrot le Fou, hein, je vous garantis, c'était quand même super impressionnant. Tous les policiers rentrent les uns derrière les autres dans l'immeuble. Le loquet de la porte s'ouvre, et là, elle est à peine entrouverte. La porte, les policiers, là, ils sont forts, ils ouvrent la porte, et ils s'infiltrent, plusieurs, un à droite, un à gauche, etc. Bernard Tapie est là. C'est la première fois que je le vois. Il est un peu surpris de me voir. Qui ne s'attendait pas du tout à une visite du juge, et en plus avec Primorac, pour une confrontation. Le temps de prévenir personne, quoi. La surprise totale. Malgré l'effet de surprise, Tapie se montre beau joueur. Tapie, c'est Tapie. C'est-à-dire, après ce phénomène de surprise, c'est je me ressaisis, et je me saisis rapidement pour redominer la situation. Tapie, c'était quand même le personnage, le poids politique qui est représenté à l'époque. Le juge Béfi était, moi je l'ai vu, tout le monde était impressionné. Le juge n'a qu'une seule question. Monsieur Tapie, j'ai monsieur Primorac à côté de moi. Il déclare qu'il était dans votre bureau le 17 juin à 15h et que vous lui avez proposé de faire un faux témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette accusation ? Bernard Tapie dit « Oui, bien sûr, je connais M. Primorac. N'est-ce pas, M. Primorac? Et combien de fois l'avez-vous rencontré ?» M. Primorac, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. « Ah, pouvez-vous me dire les 2 fois en question ?» Écoutez, M. Primorac, la première fois, c'est à l'occasion, je ne le connaissais pas avant, c'est à l'occasion du match. Et le juge dit « Alors, et la deuxième fois ?» s'attendant à ce que la deuxième fois, ça puisse être éventuellement lors de cette visite impromptue qu'il a fait avec Primorac. Et la deuxième fois, c'est aujourd'hui, monsieur le juge. Donc, dénégation totale de Tapie sur une éventuelle entrevue entre ces 2 visites. On aurait pu imaginer que M. Bernard Tapie me dise oui, effectivement, le 17 juin, M. Primorac est venu dans mon bureau. Et j'avoue que s'il avait fait cette réponse-là, j'aurais pas pu démontrer la subordination de témoin. À partir du moment où M. Tapie me dit M. Primorac n'était pas là, je vais employer tous les moyens à ma disposition pour essayer de vérifier si c'est vrai ou pas. Mais là, j'ai les moyens de chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Bernard Tapie comprend que le juge ne le lâchera plus. Personne n'est dupe, on assiste à la chasse à Tapie. On veut ça. Bon, je
trouve ça un peu dégueulasse, mais il faut l'accepter. Quand on a les ambitions que j'ai, il faut savoir qu'il y a ce risque. Donc cette chasse organisée, qui s'appelle de la chasse à courre, elle est organisée avec un seul objectif, tuer Tapie. Philippe Broussard, Bernard Tapie affirme qu'on assiste à la chasse à Tapie. Qui voudrait le tuer? Personne ne veut tuer Tapie. Alors c'est vrai que c'est une cible tentante. On peut se dire « Ah, c'est du gros gibier pour les journalistes que nous sommes ». Mais la réalité est là. Il s'impose lui-même comme le personnage principal. J'allais dire que par ses excès, par le fait de faire du Tapie, tout bêtement, il se met à l'avant-scène. Donc il s'expose. Et s'il y a bien quelqu'un qui tue Tapie dans cette affaire, c'est Tapie lui-même. C'est une forme de suicide, son attitude. Est-ce qu'il y a les pour, les contre? L'opinion est profondément divisée à l'époque. Beaucoup de gens, au début tout au moins, hurlent au complot anti-Tapie, c'est-à-dire qu'ils retiennent sa propre thèse du complot. Et puis, petit à petit, y compris à Marseille, les gens deviennent de plus en plus sceptiques. Les versions de Tapie des joueurs, des dirigeants sont de plus en plus contradictoires, les éléments de la justice de plus en plus convaincants. Et à partir de ce moment-là, on assiste à un lent retournement de l'opinion qui devient de moins en moins crédule. Tandis que l'étau se resserre autour du patron de l'OM, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Cette fois, c'est Edli qui craque. Après 15 jours de prison, le joueur marseillais n'en peut plus. 9 juillet 93. C'est la femme de Jean-Jacques Edli qui craque la première dans le bureau du juge. « Oui, dit-elle, mon mari est bien au courant de tout. » Pour le footballeur marseillais, c'en est trop. La détention, l'interrogatoire de sa femme, il demande à être entendu. Au juge, Edli confirme les déclarations des joueurs valenciennois, le coup de fil à l'hôtel, le match truqué, la remise de l'argent, et il donne un nom, un seul. Je lui dis que Jean-Pierre Bernès m'a demandé et a voulu que je contacte les joueurs de Valenciennes pour qu'ils puissent les avoir au téléphone dans la chambre quand on arriverait sur place. Ça dure 3 minutes et je rentre dans ma chambre et pour moi, l'affaire VAOM, sur le moment, je pense qu'elle s'arrête là et en fait, elle commence là. Jean-Jacques Edli se contente de mettre en cause Bernès comme étant l'inspirateur, l'auteur de la corruption. Naturellement, moi j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que tout le monde sait bien que Bernard Tapie est un dirigeant qui contrôle tout au sein de l'OM et on a vraiment du mal à imaginer qu'une affaire aussi grave puisse se passer sans sa participation ou au moins son consentement. Je vois très vite que le juge n'est pas satisfait. Bon, je pense qu'il voulait en savoir plus. Et je me suis vite rendu compte aussi que de Jean-Pierre Bernès, il s'en foutait, quoi. Pour la première fois, j'ai ressenti fortement la volonté de la justice à vouloir la tête de Tapie très rapidement. Côté justice, l'affaire avance. Mais le 14 juillet, un nouvel acteur entre en scène et pas des moindres. 14 juillet 93, traditionnelle interview du président de la République. François Mitterrand est interrogé sur un sujet brûlant, le feuilleton VAOM. Que pense-t-il de son ancien ministre de la Ville, Bernard Tapie? Bernard Tapie s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. À mes yeux, hein, comme mes yeux étaient là, excellent ministre. Bon. Donc, a priori, je n'ai pas de raison de dire que Bernard Tapie n'aurait pas dû être là. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie. Une intelligence et une énergie. Très bien. Alors, pourquoi le mêler pour l'instant à cette affaire, alors que, à ma connaissance, et je sais si on en parle du matin au soir sur les télévisions et dans les radios, alors que le nom de Bernard Tapie n'a pas encore, s'il devait l'être, je dis encore, n'a pas été prononcé.
Quand on me demande est-ce que vous avez subi des pressions politiques, je dirais, mais elle était manifeste, elle était évidente, elle était publique. Et quand même, il n'y avait pas de questions à se poser pour savoir où on souhaitait, en haut lieu, que j'oriente l'instruction. C'était clair, lorsqu'on dit que M. Tapie est quelqu'un de dynamique, d'énergique, qu'il a beaucoup apporté à la France, eh bien, je ne peux pas le traduire autrement que laissez-le tranquille. Le président de la République va encore plus loin. Il s'interroge sur le bien-fondé de l'enquête en cours. Je n'arrive pas à comprendre, c'est la question, alors qu'en tant que citoyen, pas en tant que président de la République, je n'ai aucune information particulière, je le répète, je me pose. En général, on cherche un mobile. Mais quel était l'intérêt de ce grand club que de se lancer dans une affaire aussi douteuse et aussi choquante pour rien? On est en train de remettre en cause la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est pas bon du tout, bon, non? Ça marque une rupture et la fin d'une époque. Parce que, vis-à-vis des juges, ça devient insupportable. Chaque fois que Tapie est pris dans la nasse, un politique l'aide, le soutient. Là, c'est le président de la République. Or, les juges sont quand même jaloux de leur indépendance et trop, c'est trop. On n'a plus seulement en face de nous de Montgolfier, on a ensuite l'ensemble des magistrats qui sont susceptibles de considérer que là, on est allé trop loin. Le président de la République ne respecte plus aucune limite. Il se permet de tancer les magistrats. Et dans son viseur, bien sûr, Éric de Montgolfier. Il n'appartient pas au juge d'informer qui que ce soit pendant le temps de sa réflexion et de son étude. Parce que le secret de l'instruction est la condition même du respect d'une personne suspectée, mais qui continue d'être présumée innocente. Ça a toujours été la stratégie de Mitterrand, protéger Bernard Tapie. Et je pense qu'en faisant ça, il a pas mesuré qui était Éric de Montgolfier, qui est quand même très sourcilleux sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance de la justice. Et puis là encore, Éric de Montgolfier, il avait comme adversaire Bernard Tapie, puis d'un seul coup, son interlocuteur, son égal presque en l'occurrence, c'est le président de la République. Donc je pense que secrètement, au fond de lui-même, Éric de Montgolfier, est certes, il est outré, mais il est flatté aussi. Monsieur le procureur, cette intervention du président de la République, comment l'avez-vous ressentie? Comme une pression? Alors je la pressentais déjà. On dit, le président va peut-être en parler. Sinon, il ne peut pas en parler, il abaisserait sa fonction. Eh bien, quand je l'ai entendu en parler, j'ai effectivement pensé qu'il n'était plus dans son rôle. Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Et voilà qu'il y pénètre à grands pas, bruyamment, et qu'il explique que la justice ne devrait pas s'occuper de ça. Vous avez été rappelé à l'ordre? Et là, un appel du directeur de cabinet de Pierre Méniory, le garde des Sceaux, dit bon, il faudrait que je vous voie. Oui, ben, quand voulez-vous dans la semaine? Pas dans la semaine, tout de suite. Ah. Vous avez été convoqué, donc? Oui, clairement. On peut le dire comme ça. Clairement. Et il a à peu près commencé en disant j'affole la meute, quand même, vous exagérez. Oui, bon, on a discuté. Un communiqué était prêt pour me rappeler, je vais presque dire au sens des convenances, en tous les cas, à l'habitude qui fait qu'un procureur ne parle pas comme je le faisais, et en tous les cas, m'intimait l'ordre d'avoir, si j'intervenais, je n'étais pas interdit que j'intervienne, mais de lire un papier. Donc, fini les improvisations, il fallait que je lise. Vous avez été plus discret? Pas vraiment, pas longtemps. Pas... Mais non, parce qu'il aurait fallu que Tapie se taise. Mais... Vous répondiez coup pour coup. Si Tapie se taise, j'ai rien à dire. Mais comme il continuait à parler, à vouloir faire de l'esbrouf, à vouloir installer dans l'opinion publique l'idée que ce qu'on faisait était injuste. Voilà, c'est tout, c'était pas... Alors je ne l'ai pas, on ne m'a pas tiré les oreilles. Je regrette pour tous ceux qui ont cette idée redoutable que la justice est complètement inféodée aux politiques. Donc c'était trop beau. Il y avait un soulagement dans ce pays. Enfin, l'ordre revenait, la justice était aux ordres.
Eh bien non, désolé. À l'époque, Bernard Tapie vous accuse de vouloir le tuer. C'est vrai, ça? J'ai répondu que je n'étais pas collectionneur de peaux de bête, donc je ne voyais pas le... Non, je peux le tuer. Jean-Pierre Bernès est libéré le 22 juillet. Après 16 jours de détention, il n'a rien lâché. Quant à Bernard Tapie, il reste confiant. Il l'a dit au juge, il n'a jamais tenté de soudoyer l'entraîneur de Valenciennes. D'ailleurs, le 17 juin, il ne pouvait pas être avec Boro Primorac, parce qu'à 15h, il avait un rendez-vous avec un personnage très important. Ce personnage, le juge aimerait bien le connaître pour vérifier l'alibi de Tapie. Et il n'est pas le seul. La presse aussi est sur le coup. Le feuilleton VAOM passionne le public, c'est la chasse au scoop. Avec qui Bernard Tapie avait-il donc rendez-vous le 17 juin 93 à 15h? Là, Tapie, il lance une espèce de défi en réalité. Il dit, quand vous saurez avec qui j'étais le 17 juin à cette heure-là, là vous allez voir. Et la première chose qu'on s'est dite, c'est, il devait être avec François Mitterrand. Voilà. Et du coup, il veut nous laisser nous enfoncer, et puis d'un seul coup, il va nous sortir. Voilà, je me souviens très bien, c'était ça qui courait dans les rédactions. Vérification faite, c'est impossible. Bernard Tapie n'était pas avec le président de la République. Alors avec qui? Une de nos sources nous dit il était avec un ministre du gouvernement Bérégovoy. Je sais pas qui, mais c'était un ancien ministre, j'en suis sûr. Donc on se dit, il faut y aller au flanc. Il faut les appeler, tous, en leur disant, on sait que c'était vous qui étiez avec Bernard Tapie, pour pas que, si c'était le cas, il nie. Après avoir fait le tour des ténors, il tente un certain Jacques Mélic, ancien ministre chargé de la mer, député socialiste du Pas-de-Calais et maire de Béthune. Et il y a les entreprises Testu à Béthune, c'est sa ville, et c'est une propriété de Tapie. Donc ils se connaissent forcément. On tombe sur lui, et la première réponse qu'il nous fait, il nous dit « Je ne confirme ni ne dément ». Alors on se dit, c'est quand même très étrange comme réponse, et donc on insiste. Et là, il nous dit, bah oui, c'est vrai, c'est moi qui étais avec Bernard Tapie le 17 juin, il fallait qu'on se voie pour parler des futures listes électorales, etc. Le Point protège jalousement son scoop en attendant sa sortie en kiosque. Mais ce qu'on ne sait pas, nous, c'est qu'en fait, à l'époque, les renseignements généraux allaient dans les imprimeries la veille de la sortie des journaux pour informer le pouvoir un peu éventuellement de papier gênant. Et les renseignements généraux voient ce papier Mélic et font un truc assez intelligent. Ils faxent l'article dans l'après-midi du vendredi, la veille de la sortie, au procureur de Montgolfier. Le procureur de Montgolfier, quand il voit ça, va dans le bureau du juge Béfi, lui dit « Vous avez vu ?» Cette fois encore, le juge Béfi mise sur l'effet de surprise. Il fonce à la mairie de Béthune. J'ai eu la surprise de constater, en cherchant à reconstituer son emploi du temps du 17 juin, que tout cet emploi du temps qu'il classait par jour, dans des classeurs différents, eh bien, il y avait le 15 juin, le 16 juin, un trou, le 18 juin, le 19 juin. Je pense que effectivement, cette chemise qui contenait tous les documents qui pouvaient prouver son emploi du temps avait été opportunément soustraite à ma curiosité quelques instants sans doute avant que je mette la main dessus. Quand Le Point sort, la presse découvre Jacques Mélic. Voici donc Jacques Mélic, le joker, le témoin surprise, la botte secrète du président de l'Olympique de Marseille. Les deux hommes, par ailleurs très amis, ont reconnu s'être rencontrés au siège de Bernard Tapie Finance le 17 juin, vers 15h. Il n'y a pas pour moi d'ambiguïté. Je sais qu'entre cette heure-là, entre 14h30, on trouve de 14h30 à 5 minutes près, et 15h30, Bernard Tapie était avec moi, discutait avec moi, bougeait dans la salle, dans sa pièce. Bon, je veux dire, normalement, on a parlé politique.
Et ce qu'assène Jacques Mélic aux médias, il le répète à la police. Alibi qui est confirmé par son assistante parlementaire qui était avec lui à ce moment-là. Elle aussi dit « Je me suis rendu avec mon patron, Jacques Mélic, chez Bernard Tapie pour un rendez-vous, le 17 juin, à 14h, 14h30. » Les journalistes ne lâchent pas Mélic. Pourquoi ne s'est-il pas manifesté plus tôt? Pourquoi a-t-il attendu? Alors que tout le monde s'interrogeait au sujet de ce mystérieux visiteur. Je ne suis pas un auxiliaire, je ne suis pas un supplétif. Que la justice ou la police fasse son boulot. Je suis ni flic, ni juge. Alors que Mélic se défend devant les médias, coup de théâtre. Les journalistes de La Voix du Nord sortent un nouveau scoop. Début août, on nous dit que le cabinet du maire de Béthune est en train de planquer des documents. Un de nos contacts en mairie nous ramène un paquet de documents qu'il a pu récupérer, mais il ne sait pas non plus, lui, ce qu'il y a dedans. Et on va très vite feuilleter les journaux, et un seul des journaux nous attire l'œil, c'est donc Cap sur l'innovation, parce que la photo, on dit tiens, c'est bizarre, et en fait, c'est surtout la légende de la photo, il y a une date. Cette date, 17 juin, 14h. On y voit Jacques Mélic en pleine réception avec des employés municipaux. Or, si Jacques Mélic était à Béthune à 14h, il ne pouvait pas être à Paris à 15h. Monsieur le maire a une explication. Il y a une erreur dans la légende. Il n'est arrivé à la réception qu'à 17h et son directeur de la communication le confirme aux journalistes. Donc, avant la réunion, tous les articles... Et montre surtout le café au jus de fruits. Voilà. Tous les articles étaient prêts et bien en avant. Regardez bien ça. En amont. Et la légende est exactement la même. Le 10. Non. La photo. Alors laissez. Alors, donc vous voyez, tout est fait. Non, les légendes est déjà dessus. La photo, elle n'est pas faite avant la réunion. Non, les blancs sont les photos. On n'a pas la photo. Il faut bien. Tout ça, c'est à l'imprimerie. Donc la légende était déjà rédigée. Bien sûr, regardez bien. Café au jus de fruits. Et ça, c'est le 16 juin. La légende à 14h, tout ça s'est fait avant. On n'attendait plus que la photo. On a pris la photo. Tout ça a été mis à l'imprimerie. Et dès que la photo a été prise, on l'a descendue et on a tiré. Mais question, pourquoi sur la maquette initiale, l'espace réservé à la photo se trouve-t-il en bas de page, alors que dans le journal, elle se situe en haut? Je n'avais aucun intérêt. Les journalistes doutent sérieusement des explications de Jacques Mélic. Cet après-midi, notre équipe a chronométré le trajet. En roulant entre 140 et 170 km/h, il lui a fallu 1h40, pas moins, pour relier Paris à Béthune. Au mieux, le chauffeur de Jacques Mélic aurait donc dû rouler à une moyenne de 215 km/h. Alors que les journalistes s'improvisent pilotes de Formule 1, les policiers, eux, ont déjà des preuves. On se rend compte avec les cartes d'essence de la voiture de Jacques Mélic qu'à l'heure où il est supposé être à Paris, son chauffeur fait le plein d'essence avec la carte attribuée à son véhicule. Il fait le plein d'essence à Béthune. Et puis, bon, là encore, c'est il y a 20 ans, c'est un peu les débuts de toutes ces enquêtes sur la téléphonie, etc. Et on s'aperçoit bizarrement que le 16 juin et le 18 juin, Jacques Mélic et son chauffeur ont utilisé la carte de télépaiement pour passer les péages pour aller à Paris. Et bizarrement, le 17 juin, où il est censé être allé voir Bernard Tapie, ce jour-là, la carte de télépéage n'a pas fonctionné. Alors Jacques Mélic, qui entre guillemets a réponse à tout, dit « Ah oui, mais ce jour-là, on a payé en liquide ». Dernier élément qui tombe, l'analyse des photos de la réception à la mairie. Et là, surprise. Il y a bien un problème de légende. En agrandissant les montres de certains employés, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas effectivement 14h lorsque la photo était prise, mais il devait être 14h30, 14h35. L'heure à laquelle Bernard Tapie et Jacques Mélic étaient censés être ensemble à Paris. Mais face à toutes ces preuves, rien n'y fait, Mélic ne change pas de version. C'est une erreur, il en est sûr. Il était bien dans le bureau de Bernard Tapie. Alors, la police persévère.
Notre premier réflexe, c'était d'aller voir les personnes en question, celles qui ont les montres. L'une d'entre elles nous a même dit « Mais non, mais ma montre est arrêtée, là, je la mets juste... c'est une vieille montre, je la mets pour décoration parce qu'elle est belle, elle me plaît. » Je sais pas qui elle est, cette montre. Mais si c'est la montre de Brigitte Navez, tout le monde connaît dans la maison cette fille. Elle a une montre comme dans le temps, qu'on remonte mécaniquement. Alors, on la remonte. Alors, elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard, on la remonte jamais. Alors si c'est sa montre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on va aller loin. Hein. Je crois que la réunion, on a dû commencer, je sais pas à quelle heure. Et je ne sais même pas à quelle heure elle a fini. Elle a changé de montre, hein. Je vous dis, parce qu'elle a tellement pris de savon. Ah là, ils nous ont vraiment pris pour des cons, là, je pense. Mais ils ne connaissaient pas l'opiniâtreté de la PJ de Lille, hein, parce que, au contraire, ça nous stimule plus que ça nous abat. Le 17 août, au cœur de la tempête mélique, Bernard Tapie prend la parole. Il est furieux. Ça fait 40 ans qu'aucun événement, ni criminel, ni judiciaire, ni politique, n'a été couvert avec autant d'importance. Alors franchement, bon, moi je crois que... Vous faites sociologue ou vous pensez que derrière, il y a quelque chose? Je pense comme vous et comme tous les Français, je les rencontre dans la rue. Il n'y a pas un Français qui est dupe. Tout le monde a bien compris que ce qu'il fallait... C'est lié au football, c'est lié à des personnalités connues. Non, il faut tuer ce Tapie. Qu'est-ce qu'il est là encore à tenir debout? Il faut le tuer. Il faut, depuis le temps qu'on le raconte. On avait tellement pensé en plus. Vous imaginez la belle photo là, avec les menottes sortant de chez le juge pour aller passer ses vacances à Valenciennes. Vous l'aviez tellement annoncé la fin du roman de cette façon-là que le fait que ça n'avance pas dans cette direction, ça rend les gens hargneux. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous croyez normal, comme ça, que le jour où Mélic décrit son emploi du temps en disant « ben voilà, je suis parti du bureau de Tapie, il était 3h30 par là, et je suis arrivé à 5h10 pour faire une photo. Et le lendemain, toutes les rédactions, un journaliste, sa voiture, il part de mon bureau. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Vous avez vu ça où? Il y a 10 journalistes le lendemain qui ont fait la route avec leur voiture de mon bureau jusqu'à la mairie pour chronométrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des auxiliaires de police maintenant? Ils volent à ce point-là, ma tête. Monsieur le procureur, ces histoires de photos, de montres arrêtées, de trajets sur l'autoroute à 200 km/h, ça a fait beaucoup sourire, mais vous, ça vous a pas du tout fait rire. Non, parce qu'on avait deux anciens ministres dans une affaire judiciaire, l'un soutenant l'autre, comme l'aveugle soutient le paralytique. Ça a été ridicule, infamant pour la République. Deux ministres qui jouent ce jeu, intolérable. Dans cette affaire, il y a des gens qui se sentent manifestement intouchables, proches de la presse, proches du pouvoir. Est-ce que c'est une lutte de classe que vous menez? C'est pas une lutte de classe, c'est une lutte pour la République et pour un de ses piliers qu'est la justice. Vous ne pouvez pas faire admettre à une partie de nos concitoyens qu'ils ont à répondre devant elle quand tant d'autres pensent et proclament, publient que la justice ne peut rien contre eux. Vous êtes pour les petits contre les puissants? Non, ce n'est pas les uns contre les autres. C'est tous égaux devant la justice. Oui, la justice doit demander des comptes à tous. Et si elle n'a pas de place pour tous, qu'elle commence par ceux dont l'exemple doit conduire la société. Est-ce que justement, vous ne vous êtes pas acharné contre certains parce qu'ils étaient puissants? Acharné. Je n'aurais rien pris de leur chair. Je voulais juste qu'ils comprennent que je n'avais aucune raison de les préserver. Puis pardonnez-moi, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le procureur qui commet les infractions. Lui, il les poursuit en général. Voilà, c'est tout simple. Et Bernard Tapie, jusque-là, il n'a toujours pas été officiellement entendu par la justice. Sur la corruption, j'y reviens, c'est pas si facile à établir. Pour Bernès, c'est facile. Elie, les joueurs de Valenciennes, mais Tapie, comment le rattacher? Pour vous, il est l'auteur principal. Ah oui, parce que la superlation nous permet de remonter jusqu'à lui. Alors après, c'est vrai qu'il faut une démarche intellectuelle pour comprendre comment ça puisse faire. Parce que vous n'avez pas vraiment de preuves contre lui. Non, matériel, non. Mais de toute façon, la corruption, vous savez,
ça laisse rarement des traces. Sauf si vous prenez quelqu'un la valise à la main. Hein. C'est l'OM qui paye en premier. Les sanctions sportives pleuvent. Le club est rétrogradé en Division 2, privé de Coupe d'Europe. Puis c'est à la justice de se prononcer devant le tribunal correctionnel de Valenciennes. L'affaire n'a pas fini de rebondir. Elle va même connaître encore 2 coups de théâtre. Le 13 mars 1995, 3 Marseillais, Edli, Bernès, Tapie, et 3 Valenciennois, Robert, sa femme, Burruchaga, comparaissent devant le tribunal de Valenciennes. Ils sont accusés de complicité ou de corruption, passive ou active. Tapie est aussi poursuivi pour subornation de témoins. Pardon, vous allez tomber. J'espère que la vérité sorte enfin de la bouche de la justice et puis que ça se finisse une bonne fois pour toutes. Et ça commence comme un show. On roule l'info dès le matin, et puis Tapie arrive. Et là, c'est la star. Il arrive acclamé, il sourit, il signe des autographes. Voilà, il est la star de ce procès. À la barre, Christophe Robert, le joueur valenciennois, explique pourquoi, avec Burruchaga, ils ont accepté de lever le pied lors de ce match. Ils se sont dit, nous sommes en fin de carrière, après tout. Je ne vois pas pourquoi on respecterait un milieu qui ne nous respecte pas et qui ne respecte rien. Notamment pas les supporters et les spectateurs. Donc faisant partie d'un milieu qui n'est pas forcément respectable, ils se sont dit, après tout, on va faire comme les autres. Après le témoignage des joueurs, c'est au tour du numéro 2 de l'OM de parler. Tout le monde attend les explications du supposé commanditaire. Il est 17h. Jean-Pierre Bernès s'avance dans un silence de cathédrale. L'homme est blanc, cireux, et il lâche une bombe. Et là, aux surprises, Jean-Pierre Bernès qui déballe tout, qui vomit tout, parce que il y avait aussi de la rage et de la haine dans ses propos, concernant Bernard Tapie et le fonctionnement du club. Tout. Coup de théâtre. Il dit, voilà, moi je suis que l'instrument de cette corruption. J'ai porté peut-être 300 000 francs, j'ai corrompu les joueurs, mais l'ordre vient d'en haut. L'ordre vient de Tapie. Je me suis tué pendant 2 ans pour sauver l'image de Marseille, pour sauver l'Olympique de Marseille, parce que je ne voulais pas, il y a 2 ans, être à l'origine des éventuelles sanctions sportives très graves qui ont été portées à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, quand je vois l'état dans lequel se trouve le club à tous les niveaux, j'estime qu'il est de mon devoir, en tant que Marseillais, je ne suis pas un Marseillais d'adoption, je suis un vrai Marseillais qui n'a pas d'ambition politique, j'estime qu'il est de mon devoir de dire la vérité. C'est un coup dur. On a mené une procédure pendant 2 ans et on arrive au procès au premier jour où tout est bouleversé. Si j'étais avocat, que ce soit à Edeli ou à Bernès, je pense que pour obtenir le plus de chances que ce soit pas très grave, j'aurais aussi conseillé à mes clients de dire ce qu'ils viennent de dire. Ça s'appelle passer le ballon au-dessus. Maître Gilbert Collard, vous étiez à l'époque l'avocat de Jean-Pierre Bernès. Il y a un énorme coup de théâtre à ce procès. Votre client change subitement de stratégie. Pourquoi? Alors, le coup de théâtre est d'autant plus un coup de théâtre qu'il venait de publier un livre chez Albin Michel, Ma vérité. Et puis à l'audience, il renie le livre. Oui, j'ai menti. Et là, il reconnaît les faits. Et vous saviez, vous, qu'il allait faire ça? Ah oui, bien sûr. Mais j'ai dit une chose tout à fait évidente et de bon sens à Jean-Pierre. Si tu ne reconnais pas les faits, tu vas passer par la case prison. Et il a réfléchi, il a pesé le pour et le contre. Et puis, il a préféré dire la vérité, d'autant plus que, là, il faut quand même le reconnaître, le mensonge lui pesait, réellement. Réellement. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait avant, pendant l'instruction?
Parce qu'il était quand même très fortement sous l'emprise de Bernard Tapie. Fortement. Il avait peur fortement, il avait peur. Il avait également des liens d'amitié avec lui. Il était allé en prison, Jean-Pierre. Hein. Et pendant ce temps-là, ce temps de détention, Bernard Tapie l'a un peu, beaucoup, à la folie, oublié. Ça fait des blessures narcissiques, ça fait des blessures affectives. C'est pas un peu facile quand même de se défausser sur Bernard Tapie et de dire « c'est pas moi, ça vient d'en haut ». C'est le général qui donne les ordres, hein, c'est pas le colonel. Or, le patron, c'était quand même Tapie. Et puis c'est un patron dont on ne pourra pas dire qu'il était atteint de faiblesse. On ne va pas reprocher à Jean-Pierre Berners d'avoir commis un abus de faiblesse sur Bernard Tapie quand même, non? Mais si Tapie avait dit la vérité à l'audience, l'affaire redevenait d'une banalité extraordinaire. Je pense qu'il serait arrivé à l'audience en disant « oui, maintenant que Bernès a dit la vérité, alors que je me taisais pour le protéger. » Moi aussi, je dis la vérité, on arrivait à un match nul. Non, mais votre client reste tout de même coupable. C'était le numéro 2, c'est lui qui a passé le coup de téléphone. Mais il a reconnu, du reste. Il a été jugé pour ça. Et cette idée, il était contre? Il n'était pas chaud. Il trouvait ça inutile, absurde. Et il l'avait dit à l'époque à Bernard Tapie? Oui. Mais Bernard Tapie est un homme têtu. Il n'est pas un peu traître, votre client? Oui, dans le milieu, c'est ce qu'on dit, mais pas chez les juges. Chez les juges, il a dit la vérité. Chez les voyous, il est traître. Rien ne semble ébranler le patron de l'OM, pas même les déclarations choc de Jean-Pierre Bernès. Au tribunal correctionnel de Valenciennes, le chaud tapis continue. Non, on a une photo à faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Non, mais faites un sourire. Il a longtemps considéré que s'il réussissait sur le perron des tribunaux devant les caméras, c'était plus important que de réussir devant les juges. Est-ce que vous trouvez qu'ils se sont acharnés un petit peu sur vous aujourd'hui? Je sais pas. Disons que c'était quand même sans pause. On m'a pas laissé beaucoup souffler. Et vous êtes mais abattu j'adore ce ça. soir? Oui, vous le voyez, je suis abattu. J'espère que vous ne manquerez pas de le dire. J'étais groggy mardi, et je suis abattu jeudi. Vient le moment attendu du procès, l'alibi Mélic. C'est son attachée parlementaire qui parle la première, Corinne Krajewski, celle qui a toujours soutenu que le 17 juin 1993 à 15h, elle était bien avec le maire de Béthune dans le bureau de Bernard Tapie. Et là, le juge pose la question, est-ce que vous confirmez vos déclarations, vous étiez bien dans le bureau de Bernard Tapie, tel jour, à telle heure, etc. Et là, Corinne Krajewski dit non, je n'étais pas. Elle dit, je ne peux pas mentir à la justice, c'est pas possible. Mais elle ne dit pas où était Mélic, elle n'en sait rien. Elle dit simplement, ben oui, j'ai couvert mon patron. Après Corinne Krajewski, le tribunal appelle Jacques Mélic qui attend dans la salle des témoins. Il a dit, moi je suis un révolutionnaire, je viens de l'immigration russe, mon père a fui la dictature tsariste, enfin il est entré dans tout un cirque historique. Et il s'est positionné tout de suite dans une attitude tout à fait curieuse. C'est-à-dire qu'on peut même penser qu'il avait l'intention à l'époque de ne pas considérer que le tribunal était légitime. Le juge n'a que faire des digressions de Jacques Mélic. On lui pose la question, est-ce que vous étiez dans le bureau de Tapie? Et là, il confirme, oui, j'y étais. Est-ce que vous étiez bien avec Mme Krajewski? Oui, il était avec moi. Et là, le juge lui dit, je suis désolé, mais elle vient de dire qu'elle n'y était pas. Et là, Mélic, un peu comme dans un dessin animé, quoi, le mur de glace se casse à l'intérieur, tout tombe dans les godasses, et là, il part en vrille, quoi. Il s'emporte contre son ancienne collaboratrice. Il a eu une attitude particulièrement odieuse. Il a essayé de l'humilier, et il a essayé de dire qu'en réalité, elle avait eu, si je me souviens bien, une grossesse difficile, et c'est ce qui expliquait ses troubles psychologiques et ses déclarations invraisemblables. Elle est blessée dans son statut de femme, dans l'attaque qu'il lui fait, et là, elle revient à la barre, et là, elle sort des choses. Il est 11h05. Corinne, un mot, Corinne.
Corinne Krajewski, l'ancienne attachée parlementaire de Jacques Mélic, quitte le palais de justice sous haute protection policière. Elle vient de déclarer à la barre qu'elle a fait un faux témoignage à la demande de Jacques Mélic et que le député maire de Béthune a fait pression sur elle hier pour l'empêcher de parler. Le témoignage de l'attaché parlementaire est accablant. Mélic se défend mal et avec violence. C'en est trop, le procureur prévient l'élu. Il va le poursuivre pour subornation de témoin. À la sortie du tribunal, l'ancien ministre continue pourtant à nier farouchement. Je ne lui ai pas demandé de changer de Avez-vous témoignage. menacé de supprimer le poste de son mari à la mairie de Béthune? Cher monsieur, ce n'est pas du tout mon style. Cette affaire ne m'intéresse pas. Même Bernard Tapie a du mal à soutenir la défense bancale de Jacques Mélic. Devant les caméras, le président de l'OM modifie insensiblement ses déclarations. Le procureur est tout oui. Vous affirmez toujours avoir vu Jacques Mélic le 17 juin. J'affirme toujours que lorsqu'il a fallu reconstruire notre agenda de ce jour, Jacques Mélic nous a indiqué que c'était le 17 qu'il était là et pas ni le 16 ni le 18. Voilà. Vous-même, est-ce que vous en êtes sûr? Si on allait dire ça au tribunal, c'est tellement mieux. Je crois que c'est pas sur les paliers que se rend la justice. C'est une autre époque, hein. C'est une autre époque, mais c'est effectivement... j'ai un alibi, j'ai un ministre, donc ça va, on est ministres tous les deux, personne ne va mettre ça en cause. Et ils ne se rendent absolument pas compte. C'est peut-être un point de basculement beaucoup plus large que l'affaire Tapie, d'époque. Parce que cette affaire, les journalistes d'investigation l'ont pas gobée, et la France entière ne l'a pas gobée, et donc tous ministres qui sont, ils sont ridicules, et ils resteront ridicules. Dans son réquisitoire d'1h15, Éric de Montgolfier demande 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, contre Bernard Tapie. Et le procureur tape juste lorsqu'il s'adresse à l'homme d'affaires. Éric de Montgolfier, à un moment donné, a fait allusion au talent dont disposait Bernard Tapie. C'était un homme talentueux. Et qu'avec autant de talent, il aurait dû mettre ce talent au service de grandes causes, plutôt que de se laisser aller à l'argent, faciliter de l'argent. Il a visé juste à ce moment-là et il me semble que Bernard Tapie a été touché par ce type de propos. On ne devait pas lui dire souvent ça, on ne devait pas l'entendre souvent. Et de la part de ce magistrat qui s'exprime en plus avec un verbe très éloquent, ça faisait bouche. Au final, Jacques Glassman, partie civile, est épargné. Les deux joueurs valenciennois Christophe Robert et Jorge Burruchaga prennent 6 mois avec sursis. Jean-Jacques Edely, 12 mois. Jean-Pierre Bernès, 2 ans, toujours avec sursis. Le seul qui écope d'une peine ferme, c'est Bernard Tapie, l'ex-ministre de la Ville, est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Rarement Bernard Tapie aura semblé aussi abattu. Cet homme d'ordinaire si combatif est littéralement KO, abasourdi par ce qu'il vient d'entendre. Pour la première fois, Bernard Tapie est condamné à une peine de prison ferme et ce jugement le laisse sans voix. Une réaction, s'il vous plaît. Attends, Bernard. Il ne s'attendait pas à cette sévérité, pas du tout, je pense. Il l'a très mal accepté et on le comprend. Si Tapie n'avait pas, s'était pas ingéré dans cette affaire, s'il n'avait pas exercé ses pressions sur les uns et les autres, s'il ne s'était pas exposé de cette manière-là, on n'aurait pas eu de prison ferme, ça c'est clair. Là, il est effectivement un peu anéanti. Il va rebondir, mais il est touché là. Monsieur le procureur, vous avez été indulgent avec Glassman. Il avait quand même accepté le trucage du match. Que faut-il faire quand quelqu'un qui s'est engagé sur une mauvaise voie, il renonce tout d'un coup? J'ai le souvenir dans mon réquisitoire d'avoir dit à la Ligue, à travers ses représentants, il faut réhabiliter Glassman. C'est-à-dire que, oui, il a dit ce qui s'était passé, mais il a eu raison. Je me serais senti mal à l'aise de le faire condamner. Bernard Tapie a fait appel.
Il a pris 8 mois ferme et 3 ans d'inéligibilité. Est-ce qu'il devait vraiment aller en prison? Non, je ne crois pas. Par rapport à bien d'autres choses, non, je ne crois pas. Il n'y est allé. Il ne faudrait pas qu'il en tire, comme il l'a fait, me semble-t-il, la conclusion que je reconnaissais son innocence. Non, je suis persuadé qu'il était coupable. Je crois qu'il ne l'a payé, à vrai dire, qu'une chose, c'est d'avoir été un ancien ministre. Son statut d'élu aggravait également son cas. L'élu est exemplaire, forcément exemplaire. Et puis, comme je suis un incurable idéaliste, en réalité, je me suis dit que cet homme avait besoin de se reprendre. Je crois que la vie avait été trop facile ces dernières années. On lui avait tressé trop de couronnes. Donc la prison, c'est aussi un moment où peut-être on peut se reprendre. J'en ai vu se raviser, qui avaient été des délinquants, et puis après un passage en prison, pas forcément très long, était devenu honnête. Oui, j'ai caressé l'idée que Bernard Tapie pouvait être changé par la prison. 20 ans plus tard, quelle leçon retenez-vous de cette histoire? Que la justice, sans doute, est passée. Et malgré quelques récifs de taille plutôt importante. Voilà, c'est la seule démonstration que j'avais envie de faire. Philippe Broussard, le monde du sport a-t-il tiré les leçons de l'affaire VAOM? Il en a tiré les leçons dans la mesure où il n'y a pas eu depuis d'affaires aussi importantes impliquant des personnages de cette envergure, du moins en France. Mais d'un autre côté, le monde du football est assez particulier et reste particulier dans son rapport à l'argent, au secret, aux pratiques internes du milieu. Ça, c'était valable à l'époque de l'affaire VAOM, ça l'est toujours aujourd'hui. On le voit à l'échelle internationale avec ce qui se passe à la FIFA et à l'UEFA. Qui a payé la note en définitive? Parce que les petits n'ont pas été vraiment récompensés de leur courage, parce que Glassman a été sifflé sur les terrains, Edli est au RSA, alors que Bernès et Tapie ont su très bien rebondir. Je pense que Bernard Tapie a su rebondir, il sait toujours rebondir, mais que cette affaire a quand même marqué pour lui une forme de cassure vis-à-vis d'une partie de l'opinion. Jean-Pierre Bernès, après avoir purgé ses sanctions, a connu un rétablissement pour le moins extraordinaire, puisque c'est aujourd'hui l'un des plus puissants agents de joueurs en France. Alors, tant mieux, c'est sans doute qu'il le mérite, mais ça prouve peut-être aussi que le monde du football a la mémoire courte. Et je pense que la principale victime dans tout cela, c'est le public marseillais, dont le rêve de grandeur sportive a été brisé, et longuement, puisque l'OM, à mon avis, n'en est toujours parmi. Bernard Tapie a purgé 165 jours de prison. Jacques Mélic, lui, a été condamné à 6 mois avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour faux témoignage et subornation de témoins. Il a été réélu sans difficulté maire de Béthune.